Et on se retrouve de nouveau avec Fatoumata Ali. Merci, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci d'être là. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, j'ai regardé votre site, on va en parler évidemment. Votre application, c'est assez sensationnel. Vous allez nous expliquer d'où ça part. Donc, en réalité, et si la santé mentale des femmes devenait une priorité? Alors là, je pense que c'est pas le scoop de l'année. Hein. Je crois que là-dessus, on est quasiment tous d'accord. Non pas en marge, mais au cœur des entreprises. Et c'est un dur combat, hein, parce que je me souviens avec le Covid, il y a eu une régression en fait pour les femmes, malheureusement. On est reparti en arrière avec la charge mentale, etc. Donc c'est votre pari, Fatoumata, cofondatrice de Ninty. Et donc vous allez évidemment nous parler de cette application. Je vous laisse vous présenter et nous expliquer de quoi il s'agit. Merci, mais merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là. Donc, on a cofondé Ninty avec Olga en 2021, juste au moment de la pandémie. On sortait un peu de la pandémie suite à nos propres expériences personnelles d'errance de diagnostic sur la PMA, l'endométriose, le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Et j'ai moi-même eu aussi des troubles de santé mentale. Je pense que c'est important de le dire parce que 70% des femmes ne le partagent pas. Et le stigma contribue à la détresse. Et quand on a la possibilité de le partager, c'est important de le partager. Et c'était au même moment où Jeff Bezos voulait envoyer des hommes faire du tourisme sur la Lune. Et nous, on se disait, sur ce sujet de la santé des femmes, qui existe depuis des millénaires, on réalise que les femmes sont rentrées dans les essais cliniques en 1993. Que l'endométriose a été découverte en 1860, mais elle n'est enseignée dans les facs de médecine de manière officielle que bien tardivement dans les années 2000. Et c'est vraiment une aberration. On se dit que les femmes représentent 50% de la population, contribuent à 38-40% du PIB en Europe, une grande force économique, et personne n'adresse ces sujets. Donc en fait, la genèse de votre, du début de cette activité, ou en tout cas de la construction, ça part de ça? Ça part de ça. D'accord. Ça part d'une intuition, mais aussi d'une forme de sentiment d'injustice, en fait, sur un sujet qui touche 50% de la population. Alors, du coup, on part de loin. On part de très très loin, j'ai bien compris. Il y a des tabous dans l'entreprise autour de tout ça? Énormément. Donc, notre premier travail, ça a été vraiment Donc, on a eu cette intuition, mais on s'est dit, il faut vérifier par les faits. Donc, on regarde l'état de l'art et on réalise qu'il y a énormément de littérature scientifique, économique, académique de manière générale qui a été faite depuis les années 60 sur le sujet. Donc, les données existent et on réalise qu'il y a vraiment une association sur plusieurs sujets entre les progressions de carrière des femmes et l'invisibilisation, en fait, de la santé des femmes. Parce que les femmes sont rentrées dans le monde du travail par un espace de manque. Et du coup, l'entreprise ne s'est pas toujours adaptée à des conditions spécifiques comme l'endométriose, les fausses couches, des dérèglements hormonaux. Et on réalise en fait qu'il y a une vraie perte pour l'entreprise dans toutes ces études. Et la donnée la plus importante qui ressort, donc on parle beaucoup d'absentéisme, mais ce que les études montrent, c'est la notion de présentéisme. C'est que comme le stigma est encore très important, les femmes continuent à aller travailler en souffrance et à être présents en entreprise quand elles sont en train de vivre une fausse couche, quand elles ont des règles très douloureuses, et que, en fait, quand elles vivent ces moments-là, elles ne sont pas forcément aussi productives. Moi, je suis vraiment ravi aussi qu'on démarre, on va dire, cette chronique sur les entreprises avec une invitée comme vous, Fatoumata, et ce sujet de santé des femmes au travail. C'est, je pense, un très bon angle pour montrer la richesse de ce qui se passe justement dans cet écosystème dont je parlais au début, d'entreprises, d'employeurs, de start-up. Et donc, on commence avec ce sujet de la santé des femmes. Donc, on l'a vu en effet sur le constat, il y a plein de choses à faire, mais finalement, vous, Ninty, comment vous intervenez dans l'entreprise? On l'a vu, il y a encore des tabous, il y a des sujets, mais la parole se libère. Mais concrètement, comment vous accompagnez les entreprises? Et puis, par les entreprises, mais finalement, il y a les RH, il y a les managers, il y a les collaborateurs, collaboratrices. Voilà, comment vous faites concrètement pour accompagner le monde de l'entreprise sur ces sujets? On a une boîte à outils, et c'est important la notion de boîte à outils parce qu'on touche vraiment à la culture de l'entreprise. Un des premiers freins qu'on a sur ce sujet, et une crainte qui ressort souvent de la part des DRH principalement, c'est la peur de discriminer ou de proposer des services qui ne touchent que les femmes et donc pas les hommes. Et ce souhait des fois de maintenir une invisibilisation
sur des sujets spécifiques qui concernent les femmes. Donc pour nous, la donnée est un levier vraiment important. Donc on a un questionnaire qu'on a créé avec un institut de recherche, qu'on met à disposition des employeurs, qu'ils puissent le partager pour comprendre de quoi on parle. Parce que c'est très difficile de prendre des décisions ou d'implémenter des solutions si on n'a aucune idée d'où on vient et de quoi on parle. Certaines entreprises vont avoir une maturation, une prise de conscience un peu plus élevée, qui ont déjà la culture de la donnée, qui vont nous dire, voilà, on a 80% de femmes, âge moyen 35 ans, 15% d'absentéisme, moins de 10% qui n'ont pas d'enfants, et on cherche des solutions parce qu'on est conscient que ce sujet est un sujet invisible, mais qui a des conséquences et des répercussions sur l'environnement global. Et là, on va mettre en place des formations pour les managers. Donc, on a déjà, parce que le rôle du manager est clé, parce que même quand on a une entreprise avec de très belles solutions, une culture très bienveillante, ce qu'on réalise aujourd'hui encore, c'est que quand on est une femme en PMA en France, on a le temps d'absence légale qui nous permet de prendre ces absences, mais 50% des femmes ne le partagent pas à leur manager. Et elles ne le partagent pas parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité psychologique pour le partager. Donc, sensibiliser les managers pour comprendre qu'on ne leur demande pas de gérer ces sujets de santé, mais simplement de créer des environnements où on a une sécurité psychologique et quel que soit le moment qu'on traverse, que ce soit une PMA, que ce soit une fausse couche, que ce soit de l'endométriose, des dérèglements hormonaux, des traitements lourds liés à des cancers ou autres, qu'on puisse le partager et qu'on puisse bénéficier de la base légale sans forcément rajouter en fonction des accords des différentes entreprises. Donc, former les managers, c'est un volet essentiel. Et ensuite, accompagner les collaborateurs. Et ça, c'est une de mes parties préférées parce que c'est vraiment là qu'on... Je dis toujours au DRH, allez aux sources, parlez à vos collaborateurs et à vos collaboratrices, posez-leur les questions, demandez-leur comment ils se sentent. Et quand on leur laisse la place pour partager, en fait, il y a vraiment une opportunité de récupérer plein de données. Et pour une entreprise, on avait fait un programme ambassadeur. Donc, on avait vu que la fertilité était un sujet. La fertilité touche autant les hommes que les femmes, mais sur les protocoles de soins, c'est majoritairement les femmes qui vont s'absenter. 3,3 millions de couples en France, 6,6 millions d'individus. Donc, c'est un sujet de santé publique qui a des répercussions en entreprise. En moyenne, pour réussir à faire à avoir son bébé miracle, comme on dit des fois dans les groupes de PMA, ça prend en moyenne 4 ans en France. Donc, c'est des temps qui peuvent être longs pour une entreprise, mais qui ne restent pas si longs que ça, finalement. Donc, il y a une vraie réflexion sur comment on accompagne ces personnes. Et dans cette entreprise, on avait créé un groupe d'ambassadeurs fertilité, donc d'anciens collègues qui avaient traversé la PMA, de tout horizon, toute orientation, toute culture. C'était mi-volontaire, donc on avait fait un appel à volontariat pour pouvoir partager leur histoire ou être des relais, parce que des fois, on ne se sent pas de partager à son manager, mais on se sent de partager à un collègue qui est dans un autre département ou dans un autre pays, qui a vécu la même chose et qui peut nous guider. Donc, c'est important de à la fois avoir des outils par la donnée. Donc, on met à disposition ce questionnaire mesuré pour prioriser. Ensuite, former les managers par une boîte à outils. Donc, on travaille avec plusieurs professionnels, à la fois des chercheurs, mais aussi des médecins, des patientes expertes, parce que la voix des patientes est importante pour comprendre. Et comment on soutient. Et là, sur le soutien, c'est vraiment identifier aussi. Des fois, il y a énormément de choses dans des entreprises, des check-ups médicaux, des solutions de santé mentale. Donc, on accompagne aussi les DRH à vraiment identifier les solutions existantes pour pouvoir les mettre en avant et communiquer. On fait des lettres d'information. Ça peut sembler pas très innovant, mais c'est la base de communiquer et rappeler il y a des temps d'absence légaux pour cette condition. Vous avez la possibilité d'avoir une RQTH pour cette condition. Vous avez... RQTH, voilà. reconnaissance. Exactement, pardon. Ouais. Et vous avez la possibilité également de faire appel à l'infirmière, à la médecine du travail. Alors, voilà. Donc, c'est génial. Emmanuel, je te laisse la main de nouveau, mais on a 3 femmes sur le plateau et je les vois hocher la tête depuis tout à l'heure. Donc, est-ce que Alix, peut-être, Je suis assez admirative en tant que femme je viens de commencer ma carrière, voilà. Et ça fait énormément écho parce que j'ai eu cette discussion avec une amie justement ce week-end. Elle savait qu'on préparait cette émission, donc évidemment qu'on en parle. J'en ai parlé autour de moi. Et on a eu ce sujet sur les femmes en entreprise. Et on n'avait pas forcément les bons mots.
On n'avait pas forcément, on savait même pas où nous situer nous-mêmes dans ce débat, parce que on a envie de faire sa place et en même temps on a nos problèmes. Donc comment on trouve ce juste milieu? Et je pense que vous avez réussi à mettre des mots sur ce qu'on ressent et ce qu'on a envie d'exprimer, et votre solution est très rassurante pour ces nouvelles femmes qui vont arriver sur le monde du travail. Ça s'impose à vous, mesdames docteurs, oui. Ah oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Le syndrome prémenstruel, enfin des femmes qui sont obligées d'être couchées tous les mois pendant quelques jours, qui devraient être couchées et qui vont travailler avec un niveau de souffrance, de fatigue qui est considérable et une honte. On ne peut pas dire, puisque on veut travailler comme les hommes, on veut être à l'équivalent, etc. Et en même temps, voilà, parfois il y a ces décalages physiologiques, même compétences. Mais voilà, des petites variations, tout le monde serait gagnant. Merci en tout cas. Emmanuel, je laisse. Oui, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, parce qu'on est sur un sujet qui relève particulièrement de l'intime. Donc, libérer la parole des collaborateurs, des collaboratrices, aussi accueillir la parole du côté des managers. Comment les RH aussi peuvent accompagner tout ce mouvement d'une culture bienveillante. Mais finalement, quand vous intervenez en entreprise, c'est accueilli comment? Vous parlez d'ambassadeur fertilité, enfin, c'est fort le nom, et j'imagine qu'il est complètement assumé aussi par le client avec qui vous avez déployé cet ambassadeur, mais c'est vrai qu'on parle, et je pense que nous on est tous d'accord pour se dire qu'aligner corps, esprit, aligner le pro, le perso, c'est fondamental. Néanmoins, je pense qu'il y a peut-être encore cette réticence, on disait au début, depuis 20 ans, 30 ans, les choses ont beaucoup évolué. Peut-être pas encore partout aussi, dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les typologies d'entreprises. Donc, comment c'est accueilli en fait quand vous débarquez justement chez un client? Alors déjà, c'est qui vous donne les clés un petit peu pour venir, mais comment c'est accueilli? Est-ce que vous avez peut-être des retours d'expérience ou des témoignages aussi de collaborateurs ou de managers suite à vos interventions? Alors, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a toujours beaucoup plus de peur et que c'est systématiquement très bien accueilli. C'est-à-dire il y a vraiment un décalage entre la peur de... Des fois, certains DRH peuvent avoir peur de stigmatiser. Donc, le processus de décision, il est beaucoup plus long. Et quand on déploie, en fait, que ce soit les formations, les ateliers, les femmes, elles viennent, et certains hommes aussi, et ils sont tous ravis. Les syndicats sont ravis. Tout le monde... Donc, il y a toujours un décalage entre le frein presque psychologique, l'appréhension, et le vécu sur place. Et nous, on doit quand même intégrer ces appréhensions qui viennent souvent de... Voilà, je dirais pas qu'elles sont légitimes, mais le fait de mettre sur le même pied d'égalité les hommes et les femmes, surtout, on peut tout à fait comprendre en tant que manager, que dirigeant d'entreprise, d'où ça vient, parce que vu l'histoire aussi de la manière dont les femmes sont rentrées dans le monde du travail. Et notre travail, c'est de réussir à la fois rationaliser, donc complètement sortir du tabou, du stigma, parce que ces appréhensions viennent aussi beaucoup de la peur du tabou et du stigma. C'est les mots, un peu ce que disait Alix, ça c'est le fait de mettre les bons mots. C'est de mettre les mots et d'utiliser la science, en fait, de sortir des études économiques, académiques. Il y a toute la donnée qui existe, c'est pas comme si on n'était pas au courant. Aujourd'hui, en France, la première cause de mortalité postpartum chez les nouvelles mères, c'est le suicide. C'est Santé publique France qui a fait un rapport qui l'a sorti. Donc, on a énormément d'informations qui existent, énormément de données. Donc, c'est pas comme si on ne savait pas. Vous récoltez toutes ces informations. Exactement. Et on fait beaucoup d'éducation. Donc, on passe beaucoup de temps à vraiment partager, sensibiliser. Et puis, quand les DRH sont prêts à passer le cap, ils sont ravis. Et on a eu un retour récemment d'une DRH avec qui on a travaillé qui nous a dit que il y a eu des femmes, après nos interventions, qui sont venues la voir pour la remercier parce qu'elles avaient pris des rendez-vous chez le gynéco et ça s'était pas arrivé depuis des années. Donc, en termes de mesure d'impact, c'est difficile à mesurer, très statistiquement, on va dire. Mais en termes d'impact sur la santé, c'est quand même assez incroyable, en fait. C'est de la prévention. Avant de te laisser terminer, on va mettre l'adresse de votre site pour ceux qui nous écoutent. Si jamais
je sais pas, c'est peut-être pas reconnu d'utilité publique, encore pourquoi pas, s'il y a des politiques qui nous écoutent ce matin, j'allais dire les femmes politiques nous écoutent, mais pourquoi pas les hommes, s'il y a des choses à faire, là ça devient important, parce qu'on a besoin des hommes, je pense que c'est en faisant converger tout ça qu'on va faire toujours bouger les lignes un peu plus, évidemment. Manuel, je te laisse. Oui, et pour faire bouger les lignes, justement, donc vous êtes cofondatrice de Ninty. Ninty, c'est une start-up aujourd'hui. Donc, c'est quoi pour vous les prochaines étapes, soit de développement ou d'approche, mais voilà, c'est quoi peut-être les prochains défis de la start-up Ninty? On en a plein. Alors, si je devais en sélectionner quelques-uns, c'est vraiment réussir à embarquer un collectif d'entreprises qui comprennent l'urgence de cette santé publique pour les femmes, en fait, et d'intégrer la santé des femmes au cœur de leurs priorités stratégiques. Donc là, on travaille beaucoup via ces questionnaires, via nos partenariats académiques avec les chercheurs, à embarquer des entreprises pour rationaliser le sujet. Et je pense qu'à un moment, ça va devenir une norme. Comme sur les sujets de l'environnement. Aujourd'hui, on ne peut pas construire une maison n'importe comment, on fait attention parce qu'il y a eu une prise de conscience collective, à la fois par le régulateur et en même temps par le monde économique, et a mis en place des process. Donc on aimerait accompagner à cette prise de conscience et accompagner à vraiment à faire en sorte que plus aucune femme n'ait à faire de compromis entre leur carrière et leur santé. Donc ça, c'est l'objectif. Et le deuxième objectif, c'est vraiment déployer des solutions. Aujourd'hui, sur la partie santé, par exemple, la santé hormonale est très importante. Donc, trouver des partenaires qui peuvent déployer des solutions médicales auprès des entreprises, parce que la prévention, c'est bien, mais offrir des solutions très concrètes, par exemple, permettre aux femmes d'avoir des bilans sanguins hormonaux qui leur permettent d'avoir justement une cartographie de ce qui se passe et en termes de prévention, si elles ont du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, ou le Hashimoto, donc de pouvoir vraiment être actrices de leur santé. Et je pense que l'entreprise a un rôle à jouer pour ça. Donc là, on cherche aussi des partenaires sur la brique médicale qui peuvent fournir des solutions très concrètes par le prisme de la santé des femmes. Parce qu'aujourd'hui, en entreprise, ce qu'on réalise, c'est qu'on a la médecine du travail, mais c'est très rarement nos interlocuteurs. En fait, on réalise que ils ont un vrai rôle à jouer. Elle va être là tout à l'heure, la médecine du travail. Et ils ne sont pas souvent même invités, en fait, dans les conversations. Je pense qu'il y a une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on développe une culture médicale et comment est-ce qu'on casse les silos entre les DRH, la diversité et l'inclusion, le CFO ou la CFO, donc vraiment le budget. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qui est malheureusement relié à une forme de performance en termes de profit économique, alors que si on fait la donnée, on a tout intérêt. C'est une évidence qu'il faut investir là-dessus. Fatoumata, pour finir, mais alors on vous aurait bien gardé toute la matinée, hein, vraiment c'est passionnant. J'essaie d'être synthétique, mais je suis un peu passionnée. Qu'est-ce que vous entendez comme point de résistance? C'est-à-dire, pourquoi, à la limite, pourquoi vous n'êtes déjà pas partout, en fait? Quels sont les points de résistance? Je pense que c'est culturel. Je pense que c'est un sujet... Les règles, c'est encore très tabou. Et l'histoire de la santé des femmes, quand on fait un pas de côté historiquement, voilà, jusqu'à 150 ans, une femme qui allait dire qu'elle avait des règles douloureuses avait systématiquement un diagnostic d'hystérie. C'est une réalité. Donc on est dans... C'est du temps long. Et je pense que c'est un frein culturel, mais ce frein, pour moi, c'est une suite logique de l'histoire, en fait, et il va finir par se dissiper. Bref, il y a une vraie pédagogie aussi. Il y a une vraie pédagogie. Dans les mots, et c'est intéressant parce que ça va me donner l'enchaînement suivant. Fatoumata, merci beaucoup d'être venue, c'est génial ce que vous faites, bravo.